L'aube se lève sur le marais. Le chant des oiseaux résonne à travers les chênes et les pins. Une nappe de brume semblable à de la fine dentelle s'entremêle au tronc des arbres, flottant sur le glaçage des ruisseaux qui coulent doucement vers l'océan. Assis sur leur petite barque, Delphine et Thierry, vêtus de leurs salopettes en jeans légèrement défraîchis, s'apprêtent à partir observer la faune locale. Passionnés qu'ils sont par les aigrettes, hérons et autres bêtes plumeuses avec des noms bizarres. Quand soudain, Thierry voit dépasser du panier de pique-nique un livre que Delphine semble y avoir dissimulé. « Vendu, Delphine, tu vas-tu pas encore nous ennuyer avec tes fariboles ?» dit-il avec son accent à couper la tronçonneuse. Delphine, l'air sage et toujours très sûre d'elle, lui répond « Thierry, je te respecte et t'apprécie, mais franchement, reconnais que ni toi ni moi ne sommes très doués pour l'observation. Tu es, comment dirais-je ?» La jeune femme hésite un instant. Un peu trop bavard pour cela. Thierry, les lèvres plissées dans une moue dont Delphine ne sait si elle exprime la vexation ou la compréhension, regarde la jeune femme puis, d'un mouvement de tête, admet qu'elle a raison. Delphine lui offre alors son plus beau sourire, attrape dans le panier de pique-nique le bouquin qu'elle y avait dissimulé et le tend à Thierry. Tu devrais le lire. Ils en parlent dans le nouvel épisode du meilleur podcast que le monde ait jamais écouté. Une fois le livre en main, Thierry sourit à son tour et tonne d'une voix tonitruante. Alors là, c'est sûr que s'ils en parlent dans le meilleur podcast que le monde ait écouté, je vais le lire en moins de 2. Bonjour et bienvenue dans De l'écrit à l'écran, le podcast qui, ce mois-ci, va partir en balade sur les lagunes de la Caroline du Nord pour observer la faune et la flore d'une œuvre littéraire qui a décidé de se faire une toile. Pour m'accompagner dans cette belle aventure, je suis rejoint par mon équipe de joyeux rednecks, amateurs de gruau de maïs, d'alcool frelaté de maïs et mangeurs de tout ce que l'océan peut offrir comme nourriture, à partir du moment où c'est frit en beignet avec de la pâte à base de farine de maïs. Haideo, Terry! Merde, Thierry. Je l'ai refait. Oui. Haideo, Thierry. Salut mon gars, comment tu vas? Ça va et toi? Oh, bah ça va. Alors, tu as préparé les appâts, les lignes, fait un peu de muscu pour remonter les filets de plein de crabe. Tes mains rêches et larges comme des battoirs sont-elles prêtes à balancer quelques mandales alors qu'on descend des limonades dans le gourbi du vieux Joe et que des malfaisants ont essayé de t'enseigner la dure réalité de l'économie de marché? J'ai pas compris toute ta phrase. Hein. Et toi, Delphine? Toi qui portes un très joli chapeau de paille aujourd'hui, toi qui connais par cœur le bruit du vent qui souffle dans les frênes, qui sait reconnaître le cri du cormoran blessé à des kilomètres à la ronde, penses-tu que ce nouvel épisode va nous conduire jusqu'au sommet du podcast game? En gros, est-ce que tu penses qu'on va passer la barre des 70 écoutes, sans compter nos familles et nous-mêmes? Bah écoute, oui, c'est possible. Par contre, j'ai une question concernant cette introduction. Est-ce que j'ai l'air aussi condescendante que ce que tu racontes? Bah, pourquoi tu dis ça? Le chapeau de paille? Non, le sourire confiant. Et puis la manière de s'exprimer et de remettre Thierry à sa place de paysan du Marais, pêcheur de je ne sais pas quoi. Bon, bah écoute, ça partait d'une bonne intention, mais bon, la prochaine fois, je te donnerai le rôle de la plouc et la prochaine fois qu'il y a des ploucs, je te donne le rôle de la plouc. Je veux bien. Oh, moi ça m'a pas vexé. Bon, non, mais toi, c'est ta nature, donc. Ouais, que value. Bon, malheureusement. Je sais pas si j'aurai un si bel accent, par contre. Mais j'essaierai. Faut que je m'entraîne, tu me préviendras. Je te préviendrai, c'est promis. Alors, que nos auditeurs le sachent, c'était complètement... improvisé. Enfin, moi, c'était pas improvisé, je l'avais écrit, mais pour nos chers... Enfin, pour Delphine et Thierry, c'était improvisé. Surtout pour Thierry, qui a très très bien réagi, c'était beau. Oh. Donc, comme je le disais, magnifique. Terry n'est pas... les années de théâtre. Arrête pas de me couper. Ouais, c'est très désagréable. Ouais. Donc, justement, puisqu'on parle de ça, Terry n'est pas avec nous aujourd'hui. Il s'est perdu dans les marécages où il a tenté de fuir suite à une sombre affaire, figurez-vous. Il paraîtrait qu'il s'amuse à rendre intéressantes des discussions interminables pour en faire des émissions de podcast. C'est pas vrai. Drôle d'idée, n'est-ce pas? Mais bon, on l'embrasse quand même et on espère qu'il reviendra nous voir très rapidement. Jingle.
Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Ce mois-ci, c'est moi qui ai choisi le bouquin et donc le film qui en a été adapté. Est-ce que vous allez me poser la question de pourquoi ? Mais pourquoi, Maxime ? Ah, merci Delphine. Il y a quelqu'un qui suit, c'est bien. Je vais être honnête. En fait, j'ai vu la bande-annonce du film avant de voir le film et avant de lire le livre. Et comme Delphine refusait absolument qu'on fasse Twilight cette saison, je sais pas pourquoi ce film il me donnait l'impression qu'on allait être dans un truc un peu semblable. Donc en fait, je me suis dit ouais, ça peut être marrant. Et puis aussi, je savais que le livre a été publié il y a peu de temps et je tenais à ce qu'on essaye de faire des bouquins qui soient pas trop vieux. Et puis je savais aussi que ça avait été un gros succès littéraire. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on le traite ensemble. Donc comme vous vous en souvenez, chers auditeurs, on va parler du livre d'abord, du film ensuite, et puis on exprimera un peu notre ressenti sur l'adaptation en général. Donc parlons d'abord du livre. Qui veut nous donner son avis sur le livre en premier ? Je rappelle, avant que vous commenciez, sur les avis, on essaie d'être un peu concis. Thierry, vas-y. Moi j'ai un avis compliqué, donc concis, ça va être dur. Je n'ai pas confié. J'ai vraiment beaucoup aimé certains passages, et il y en a d'autres qui m'ont énervé au plus haut point. Carrément énervé. Agacé. Voilà. C'est beau, c'est concis, tu vois. Bah oui. Voilà, très bien. Delphine ? Eh bien, moi, contre toute attente, parce que j'ai beaucoup râlé quand j'ai appris qu'on devait lire ce livre, je l'ai trouvé très sympathique. J'ai trouvé la lecture très immersive et j'ai passé un très bon moment de lecture. Après, donc là, je l'ai lu il y a un peu plus de 15 jours, je pense. J'en ai pas un souvenir très puissant par rapport à la lecture que j'ai trouvé vraiment chouette. Merci Delphine. Et toi donc ? J'aime quand on me pose la question. Je vois qu'il y a toujours que Delphine qui me pose la question. Thierry, on n'a rien à foutre de ce que je peux lui demander. Voilà. Ça se voit tant que ça, alors. Mince. Je commence à te connaître depuis le temps. Alors, moi, je suis un peu comme. Je crois que je suis comme vous. En fait, on est très mitigé. En fait, on y voit du bon, on y voit du moins bon. Ou, c'est peut-être pas ce que tu viens de dire, Delphine. J'ai peut-être mal compris. Moi, vraiment, la lecture, quand j'étais dedans, je l'ai trouvée hyper immersive et j'ai vraiment trouvé la lecture très chouette. Mais en prenant une certaine distance, je n'analysais pas juste, je lisais et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Je suis entièrement d'accord. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je trouve qu'il se lit. C'est noté sur tes notes. Voilà, se lit très bien. J'ai trouvé que ça se lisait très bien. Ah, Thierry, non, mais pas d'accord. mais on aura l'occasion d'en discuter. En fait, je trouve que pour moi, ça serait un super livre de plage. Je l'ai lu à la plage. Voilà. Je trouve que c'est un bon livre de vacances, avec quand même des éléments que je dirais un peu plus, notamment, et ça on va le comprendre par rapport au background de l'auteur, autrice. Je vais essayer de jongler avec ces deux termes au fur et à mesure. Notamment, les descriptions de la nature, de la faune, la flore, les paysages et tout. Je trouve que c'est quand même très sympa. Donc j'ai demandé des avis concis et c'est moi qui fais le moins concis. Comme d'habitude. Par contre, la psychologie des personnages, ça va pas quoi. Et puis c'est très très ricain quand même. Ah mais oui, complètement. Mais quand même, voilà. En fait, je trouve que c'est compliqué de juger ce livre. Donc on va en parler un petit peu plus. Mais d'abord, on va vous faire, chers auditeurs, un petit résumé. Et c'est Thierry qui va nous le faire. Moi, j'avais commencé par la biographie de l'auteur, mais si. Tu vas d'abord nous faire le petit résumé. Je fais d'abord le petit résumé. Ah là 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 là. Kia vit dans les marais de Caroline du Nord avec ses parents et ses 4 frères. Kia comme la voiture. Kia comme Kaya. Mais moi, Kaya, ça fait penser à kayak. Bref. À Barclay Cove, la ville la plus proche, elle deviendra la fille des marais après le départ de sa mère et de ses frères et sœurs qui la laissent seule avec leur père, alcoolique et violent. Un type bien, quoi. À la disparition de son père, elle se retrouve toute seule et va devoir apprendre à survivre dans un milieu sauvage. Analphabète, car elle ne passera qu'1 jour à l'école où elle sera moquée et humiliée. En 1969, le corps de Chase Andrews,
avec qui elle aurait eu une liaison est découvert dans les marais, vraisemblablement assassiné. Immédiatement, tous les soupçons se portent sur Kaya. C'est très bien joué. Il les fait, il les fait bien, ces résumés. Delphine. Tu mets les voix et tout. Ouais, T'as jamais pensé à faire des lectures pour les enfants? Alors, petit ours brun? Bah écoute, il peut y avoir beaucoup d'émotions, petit ours brun. Tout à fait. Merci Thierry pour ce résumé. Tu aurais 2-3 choses à nous dire sur l'auteur? Alors, oui, pas peu de L'autrice. choses. L'autrice, Oui, donc j'ai- peu de j'ai- choses. j'ai Elle ça. est née en Géorgie en 49. Elle est diplômée en zoologie et biologie. Comme c'est bizarre. Ah oui, on n'attendait pas celle-là. Elle est docteur en comportement animal. Par contre, en psychologie... Ah si, mais psychologie animale. Oui, voilà. Oui, comportement animal, éthologie. Hein, pour les plus savants d'entre vous qui nous écoutez, éthologie. Voilà. En 74, avec son mari Marc, elle s'installe au Botswana, où ils étudient les différentes espèces animales de la région. De 86 à 97, ils vivent au parc naturel de Luangwa Nord, en Zambie, où ils étudient les éléphants. Ah, Donc de 86 à 97, ils vivent au parc naturel de Luangwa Nord, Ah. en Zambie, Ouais, oui, je connais bien là-bas. où c'est ils sympa. étudient les éléphants. C'est un très joli coin. Un peu chaud, mais très joli chaud. coin. Mais c'est un peu comme aujourd'hui. Un peu Parce comme que- aujourd'hui. on ouais. enregistre mi-août. Hein, Avec, En avec- pleine- on vous envoie un en- peu de chaleur en pleine en ce début canicule. d'automne. Donc logiquement, l'épisode devrait être diffusé. La canicule ne sera plus là. Donc pour ceux qui ont froid, il Ouais. suffit de nous écouter et vous aurez un peu On va plus vous chaud. Voilà, réchauffer. voilà. Donc il fait aussi chaud, enfin peut-être aussi chaud qu'en Zambie, mais on n'a pas d'éléphants dans le studio. Non. Bon Ça bref, rentrera pas. tout ça pour dire que monsieur et madame écrivent 3 livres de non-fiction qui sont tous des best-sellers aux USA. Elle a écrit son premier roman, et à ce jour unique, Là où chantent les écrevisses, à l'âge de 70 ans. Et il est publié aux États-Unis en 2018. Elle en a vendu aux États-Unis 5 millions d'exemplaires, et il est resté pendant 150 semaines dans la liste des best-sellers du New York Times. Voilà. Il se vend. Alors, petite anecdote, mais assez quand même intéressante. Son livre se vendra même plus que le livre de Michelle Obama, qui est paru la même année. Oh. Et qui est excellent. Et je ne l'ai pas lu. Ah, Elle vit actuellement en Caroline du Nord, l'endroit où se passe l'action du roman. Et en France, là où chantent les écrevisses... Tu PQ sur la tronche. Ouais, il a plein... C'est rigolo. C'est difficile de parler en conservant son sérieux quand on voit Maxime avec des morceaux de papier WC sur le front. C'est... Voilà. Bon, enfin, Oui, chacun mais son c'est truc. parce que j'ai chaud, il faut que je m'essuie, et du coup on a que du PQ pour faire ça. Enfin bon, bref, en France, elle a, là où chantent les écrevisses, a reçu le prestigieux Grand Prix du meilleur roman en 2022, sachant que c'est son éditeur qui lui l'a attribué et que c'était le prix du meilleur roman des éditions Seuil. J'aime bien ces Voilà. autocongratulations. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, très bien, très bien. Delphine, quand est-ce que ton éditeur te remet un prix? Eh ben, écoute, je vais en parler à Morgane, mais je pense que l'idée pourrait... Ouais. Ah, mais il faut. Moi, je Et trouve comme que ça, on c'est pourrait sympa. fêter ça, faire un épisode spécial Complètement. du podcast Ouais. pour fêter ton prix. Moi, je Eh trouve, ben, Moi, je trouve que c'est bien. Je vais soumettre l'idée. Ouais, ça serait une bonne idée. ça. J'ajoute juste un petit quelque chose. Est-ce qu'on a donné le nom de l'autrice? Bah, Delia Owens. Ouais, mais on l'a dit. Alors Oui. moi, je l'ai dit J'ai- quand j'ai fait d'accord. mon introduction. Ouais. J'ai eu un doute, donc, et voilà. je sais Du pas si moment on où- est- cas où on Alors le moi, je répète. l'ai parodie dans la mesure où tu l'avais dit. Bon, Si je vous l'ai êtes parodie certain du qu'il a moment. été... Oui, il a été dit. Ouais. Delia Owens. Donc, Thierry, Je sens ce que tu vas me demander. Le genre littéraire. Voilà, quel est le genre littéraire de cette œuvre? Alors, Peut-on donner un genre littéraire spécifique à cette œuvre? a priori, non. Ah, je suis déçu. Ben oui. Mais il y a quand même un genre littéraire dont le livre se rapproche le plus. Quel est-il? Le nature writing. Peux-tu le répéter? Le nature writing. C'est un peu comme le Hail Healer. Ouais. Le Hail Healer. Le serial killer. Non, le écrit. Delphine, elle nous regarde, elle est dépitée. Donc- Il fait chaud, Delphine, on n'y peut rien. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avancer? Je veux sortir Ouais. de là.
Donc le nature writing. Ah, le nature writing. Voilà, je comprends voilà, mieux. qu'on peut traduire par écrire sur la nature ou écrire la nature. C'est un genre typiquement américain. Un jar. Un genre typiquement américain. On est stéphanois ici, donc on dit le Ouais, jar. le jar. C'est les C'est racines. vrai, Je C'est les suis le racines. seul non stéphanois du bref. podcast. Le genre nature writing est né en 1854 avec la parution du livre Walden ou La vie dans les bois de Henry David Thoreau. Voilà, les fondamentaux du genre. Chacun qui a lu le bouquin pourra voir si le livre s'y réfère ou pas. Thoreau, c'est taureau. Thoreau, Ouais, c'est ça. Henri David Thoreau. Oui. Voilà, la vache. Les fondamentaux du genre sont la nature tient le rôle principal, le récit est souvent autobiographique, l'aspect politico-philosophique aussi, la survie en autarcie. Alors, survie en autarcie, c'est pas présent dans Walden parce que quand même, il faut savoir que l'auteur, il vivait seul dans la nature, mais qu'il avait une supérette à environ 300 mètres. 300 mètres. Ouais, mais des mètres longs. De longs mètres. Voilà. Ça fait combien en miles? En miles, ça dépend. Ça dépend comment tu calcules. Ça dépend de la longueur du pied, quoi, je veux dire. C'est comme dans la poésie. Bon, bref. Et le genre est reconnu comme étant une anticipation de l'écologie politique, qui est un terme qui m'a toujours fait marrer, parce que ça veut rien dire. C'est votre point de vue, monsieur. Et je le partage. Avec d'autres personnes Non, avec dont moi-même. c'est le point de vue. Voilà. Alors, aux USA, il faut savoir que ce style, ce genre, est considéré comme non romanesque. Alors que en France, que ce soit récit de voyage, que ce soit récit autobiographique, que ce soit compte rendu de séances de pêche à la mouche, c'est très présent dans le nature writing. Tous les genres se côtoient. Donc le genre englobe aussi, outre l'écologie, je l'ai dit, le récit de voyage, la littérature des grands espaces, voire depuis quelque temps le thriller. Le Thriller. Le policier. Delphine, tu peux nous le dire aussi à Ouais. ton tour? Le thriller. Yeah. Merci. Merci. J'aime quand vous prenez vos petits accents. Tout petit insert très 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 scientifique. Selon Lawrence Buell, c'est un auteur qui a signé une étude sur le genre et qui fait autorité. Donc, selon lui, le nature writing comporte 4 éléments clés. L'environnement est un acteur à part entière. Les préoccupations humaines et environnementales se recoupent parfaitement. La responsabilité environnementale fait partie de l'éthique du texte. Et la nature est un processus, non pas un décor figé. Donc l'homme doit se montrer humble vis-à-vis de la nature. Alors, je cite juste quelques auteurs, mais vite fait comme ça. Edward Abbey, Rick Bass, Pete Fromm, Dan O'Brien et Jim Harrison. Voilà. Alors, en France, le genre est connu par un éditeur que j'adore, donc je leur fais un petit peu de pub comme ça, depuis 2005, année de la création de la maison d'édition, par les éditions Gallimester. J'ai fini. C'est vrai? Ah. C'est beau. C'est beau. Juste pour revenir sur le genre littéraire, donc le nature writing est le genre principal, mais ce qui fait aussi que le roman fonctionne, c'est qu'il y a beaucoup de lecteurs qui peuvent reconnaître leur genre de prédilection. Il y a le côté un peu feel good, très feel good. Il y a un léger côté policier. Enfin, en tout cas, il y a une enquête. Voilà, il y a la romance aussi. Il y a un côté aussi roman initiatique, parce qu'on va suivre Kia, je sais pas comment on va l'appeler. On dit Kia. On va se mettre d'accord parce que sinon on va perdre tout le monde. Chacun dira comme il voudra. Bref, l'héroïne, on la suit de ses 6 ans jusqu'à ses 22 ou 23 ans. Donc en gros, on la voit grandir, on la voit évoluer. Donc il y a ce côté, je sais pas si vous êtes d'accord, mais roman initiatique, je crois que c'est comme ça. Complètement. Et puis il y a peut-être aussi une sous-lecture féministe dans ce livre. Peut-être. Certainement. Ah, si tu le lis, moi, je te crois. Ouais, je pense.
Étant une femme, vous faites autorité sur ce sujet, madame. En tout cas, j'aurais des choses à dire sur ce sujet. Vous aurez des choses à dire sur ce sujet, bien. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire des choses sur ce que vous avez pu percevoir du style, un peu de l'écriture de ce roman? Donc là, on est sur un rythme très lent. Enfin, on est sur du contemplatif. On a beaucoup de descriptions. Le livre est découpé en 2 âges, entre guillemets. Donc, comme l'expliquait Thierry dans son résumé, on suit Kia qui, au début du livre, a 6 ans. Mais dans le livre, en tout cas, dès le début, on a de longs passages sur Kia, sur la vie qu'elle mène dans ce marais, où c'est très lent, les chapitres sont un peu plus longs, et c'est entrecoupé de chapitres beaucoup plus courts qui se passent, je sais plus combien de temps après, 15 ans après presque. À partir de 1969 et 70. On commence en octobre 69. Après, c'est une narration éclatée, en fait. Voilà, mais du coup, il y a ces deux champs où d'un côté, on voit qui a grandir, et puis petit à petit, on voit cette enquête. Par contre, les chapitres sur l'enquête sont très courts. Donc, dans le premier chapitre, il y a un cadavre qui est découvert, hein, le cadavre de Chase, qui est découvert. Nous, on ne sait pas qui est Chase, on ne sait rien au début. Et puis, Kia va continuer à grandir, mais par contre, chaque fois qu'on revient sur l'enquête, elle n'a pas beaucoup progressé. On stagne. Toujours et il y a ce découpage que j'ai trouvé très intéressant où les passages sur Kia sont plus longs mais ils sont à la fois très lents, c'est-à-dire que pas lent dans le genre ennuyeux, mais lent dans on prend le temps de poser les choses. Il y a un côté un peu mélancolique, un peu nostalgique presque, où on découvre l'Amérique des années 50 tout doucement à travers les yeux de cette petite fille qui grandit, qui prend le temps, qui vit sans horloge, qui vit avec le soleil en fait, avec le soleil, avec les saisons. Et en parallèle, on a les chapitres très courts dans un monde plus urbanisé où les choses doivent aller vite. Alors même s'il se passe pas grand-chose pendant cette enquête, on sent qu'ils sont pressés, qu'il se passe plus de choses, ils mangent de la junk food, enfin ça va plus vite, tout va plus vite. Je sais pas si vous l'avez ressenti. Je vois pas du tout pourquoi tu parles de junk food aujourd'hui. ça me... Écoute, tu es le dernier français à manger encore chez Quick déjà. Je savais même pas que l'enseigne existait encore. C'est quoi, Quick? Ça va, c'est bon. J'avais faim, il était tard. Voilà, fallait que je chope un truc. Mais oui, sinon, oui, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, j'aurais pas dit lent. Je sais peut-être pas le bon. On est vraiment dans la contemplation et elle prend le temps en fait. Ils sont tellement effectivement découpés de manière. Enfin voilà, t'as ces chapitres très courts effectivement et des chapitres un peu plus longs, mais qui sont vraiment. C'est vrai qu'on est sur une vie, comme tu le dis, qui est au milieu de la nature ou hors du temps. Oui, c'est ça. Donc là. Et je trouve qu'on sent vraiment dans le rythme, dans le découpage du roman, je trouve qu'on sent vraiment justement cette accélération quand on est du côté des flics où il faut que ça avance, où ils ont une vie métro-boulot-dodo, même si c'est anachronique de parler de métro-boulot-dodo probablement dans ces années-là, mais voilà, et elle qui en fait... juste a le temps, prend le temps de vivre, de regarder, elle prend le temps même de cuisiner avec ses maigres ressources. Eux, ils vont directement au restaurant. Voilà, il y a tout ce côté... Moi, je dirais que les chapitres où on traite de Kia sont très introspectifs. Oui. Voilà, on voit vraiment, on vit l'action à travers les yeux de Kia. On découvre le marais à travers ses regards, les animaux des marais, sa passion pour les oiseaux. Ouais, c'est très introspectif, quoi. Oui. Je veux dire, c'est très humanisé. C'est ça. Et puis en fait, on a l'impression, c'est presque 2 époques différentes. Enfin, c'est 2 époques différentes, mais qui sont dans la temporalité, puisque le récit avec les flics, c'est en 69, et effectivement, elle, son enfance, c'est 15 ans plus tard. 10-15 ans plus tôt, ouais. Plutôt mais en fait, même comme on est dans sa manière de vivre à elle, qui est celle d'un autre âge, on est encore plus dans une temporalité, et donc dans un rapport au temps qui est complètement différent, et qui nous crée un décalage qui est très, très intéressant, ouais. Sinon, dans ce qui fonctionne, en tout cas ce qui peut plaire et accrocher dans ce roman, c'est qu'il y a
Tout à l'heure, hors micro, on disait que c'est un roman très américain. Je ne sais même pas si c'était hors micro d'ailleurs. Non, Mais bref, tout à l'heure, on disait que c'était tu disais que c'était, Maxime, un roman très américain. Et effectivement, on a bien les stéréotypes, que ce soit dans les personnages. C'est de l'ordre de la caricature. Hein. Oui. On a le père alcoolique. Alors, l'image du père violent, alcoolique, j'ai trouvé que c'est vraiment une figure récurrente de la littérature américaine. Mais en fait, moi, il fait partie de ces choses où à un moment, mais même toute la famille, je trouve que c'est too much à un moment. T'es dans un truc où tu dis, on écrit, on n'écrit plus ça au 21e siècle. C'est mon point de vue, de cette manière. Oui. C'est-à-dire que bien sûr que ce personnage il peut exister, bien sûr que cette famille elle peut exister, mais je trouve que en fait c'est là où je parlais dans mon point de vue de psychologie des personnages. Je trouve que ça va pas très loin, quoi. Alors derrière, elle a une tentative un peu de nous expliquer effectivement le pourquoi du comment il est devenu comme ça, le pourquoi du comment ils sont devenus comme ça. Mais c'est pareil, je trouve que c'est léger, quoi. On est dans un truc. On y croit ou on n'y croit pas, et en l'occurrence, on n'y croit pas trop. Je suis d'accord. Nous, on n'y croit pas trop. Enfin, il me semble autour de cette table qu'on. Mais après, ça passe. C'est pas non plus. Ça se laisse lire, mais c'est pour ça aussi que je le caractérisais un peu de feel good, parce qu'il y a ce côté. Alors, je dis pas que les feel good sont jamais profonds, hein, j'en lis pas énormément, mais il y a ce côté où. Voilà, on balance, voilà, c'est comme ça, on va pas aller trop puis au fond. dans le feel good, alors pour le coup feel good en littérature, je n'y connais absolument rien, mais dans le feel good movies, il y a toujours de toute façon cette notion d'aller vers le mieux. Oui. C'est-à-dire tu pars quand même très très souvent de bases bien tragiques, ou sans même parler obligatoirement de tragique, de choses effectivement pas marrantes, on va dire, pour simplifier. Oui, le héros est au fond du trou et il doit remonter. Et d'aller vers le qui est pareil, c'est une notion très très américaine. C'est pas pour rien que le feel good vient quand même de là-bas, qui est ce truc de s'élever, quoi, s'élever en tant qu'être. Et clairement, du coup, Kia, c'est l'épopée américaine, c'est le je veux donc je peux. Ouais. Et alors en ça, je sais pas si ça fait partie des incohérences dont tu voulais parler, Thierry, mais des incohérences. Ouais. Du coup, cette gamine, elle a 6 ans quand sa mère quitte la maison sans se retourner. Ses frères et sœurs plus grands, c'est la plus jeune, donc ses frères et sœurs s'en vont. Elle se retrouve toute seule avec ce père violent qui est à moitié là, à moitié parti. Par plusieurs jours, en fait, elle est livrée à elle-même dans un marais, hein, on rappelle, donc il y a personne autour. Elle est toute seule. Pour acheter à manger, elle doit prendre une barque où elle doit marcher jusqu'à 10 km. Au début, elle marche. Après, elle prend une barque, mais elle n'est pas bien plus vieille. Elle a moins de 10 ans et elle traverse un marais en barque parce que pourquoi pas. Et du coup, elle ne va pas à l'école parce que quand les services sociaux viennent la récupérer pour la pousser à aller à l'école, elle essaye d'y aller une journée, mais elle y va pieds nus, et puis elle y va avec tous les préjugés. C'est pareil. C'était très cliché. Et on n'a pas encore parlé du film. Bravo Delphine. Bref, donc du coup, Kia arrive à survivre, mais elle fait pas que survivre. Elle apprend à lire grâce à un garçon qui a quelques années de plus qu'elle. Elle apprend à lire et en peu de temps, elle arrive à lire des essais. Elle devient biologiste, en fait, clairement. Toute seule, dans son coin, en lisant des livres, elle devient biologiste et autrice de best-sellers. Ouais, c'est exactement ce que j'avais noté, moi, dans les incohérences. Je suis sûr que si elle avait rencontré Stephen Hawking à l'époque, c'est elle qui lui aurait soufflé la théorie des supercordes en physique quantique. Alors ça a été un petit peu atténué dans le film, on y reviendra après, mais dans le livre, elle explique quand même la théorie de la courbure, la courbure espace-temps, théorie de Einstein. Elle a pigé. Oui. Oui, et même par rapport à sa manière de s'exprimer, on peut imaginer qu'une enfant qui n'a pas... Ça c'est tous les super dialogues. Bien. Moi, ça fait partie des premiers trucs que j'ai notés. Tu prends les premiers dialogues où c'est des enfants qui parlent, déjà, quand ils découvrent le corps. Et en fait, ils parlent comme des adultes. En fait, je trouve qu'au début, et je le constate sur effectivement ce ressenti-là, en fait, il y a un moment où il faut que tu rentres dans une espèce d'acceptation de ce que tu es en train de dire. Tu rentres dans une espèce d'acceptation de c'est un roman de plage. C'est un roman de plage que je trouve plutôt de qualité. Mais c'est bien écrit, il y a une belle plume. Voilà, mais une belle traduction. Je pense qu'il y a une belle traduction, sans doute. Non, mais puis, en fait, tout ce qui est quand même
Dès qu'elle parle des marais, c'est magnifique, quoi. Enfin, je trouve qu'elle en parle très bien. Et puis parce que c'est son métier et qu'elle connaît ça très bien et que donc dès qu'on est dans la nature, quand même, elle sait très bien faire. Et on y passe quand même une grande partie du bouquin. Donc, Oui, alors là, moi, je reviendrai sur ce que tu dis à l'instant même. Oui, effectivement, elle parle très bien du marais, mais elle brosse du marais un visage idyllique. Il n'y a aucun danger dans le marais. Ah oui, il n'y a pas de moustiques. Oui, mais regarde, c'est comme. Attends, Il n'y a pas de moustiques, mais c'est vrai. Nous, on a plein de moustiques. Cette gamine grandit, ça devient une bombe. Pardon. Oui, c'est comme ça qu'elle est décrite. Ouais. Alors, et ça va même encore plus loin. Je sais pas si vous avez remarqué, mais régulièrement, je crois pas avec Tate, mais beaucoup avec Chase. Donc en fait, plus tard dans le livre, quand elle grandit, elle a une relation avec Chase, qui est celui qui est retrouvé mort au début du livre, mais du coup c'est la fin. Bref, c'est celui qui est retrouvé mort, quoi. Ah, on spoilera. On spoilera. Oui, on spoil toujours de toute façon. Oui, c'est vrai. Et on oublie toujours de le dire au début de l'épisode. Et Chase, Chase, lui aussi, il est vraiment dans le stéréotype. Genre, c'est le joueur de foot dans les séries américaines. C'est le gars super beau, dont toutes les filles sont amoureuses, mais c'est un vrai bip bip. Voilà. Un connard. Un connard. Je savais pas si vous non, aviez mais censuré si, connard. parce qu'on a déjà fait sur les épisodes précédents de dire des mots vilains. Vas-y, excuse-moi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire Je suis désolée. Non, c'est pas grave, j'ai retrouvé. C'est que Chase, en fait, régulièrement, il fait des remarques, et même d'autres gens d'ailleurs, mais ça a été particulièrement marquant avec lui, du genre « Ah, mais en fait, t'es intelligente. Ah, mais en fait, t'es belle. Ah, mais en fait... » parce qu'elle avait tous ces préjugés de filles recluses. Non, mais il y a la double question, effectivement, comment intellectuellement, elle, comme tu te dis, en fait, t'es intelligente. Bon, intellectuellement, c'est limite, effectivement, c'est une future prix Nobel. Et en fait, t'es belle. Elle arrive à avoir un cadre de vie limite qui lui permet d'être aussi. Chase, il fréquente des jeunes filles de la ville que Kaya regarde de loin, qui sont toutes pomponnées, qui sont toutes ceci, qui sont toutes cela. Et finalement, quand Chase la regarde, dans un sens, quand il lui dit mais en fait t'es belle et tout, il la met au même niveau. Oui. Et alors, on pourrait se dire, ça veut dire que ce garçon est finalement assez sympathique, qu'il arrive à avoir au-delà des... Non, mais on pourrait se dire qu'il arrive à voir au-delà des apparences, parce que, mais en fait, vu comme en plus il est décrit, et vu les jeunes femmes avec lesquelles qu'il a l'habitude de côtoyer, il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a une incohérence, justement. Je dirais pas incohérence, parce que dès le début du bouquin, quand ils ont retrouvé son corps dans le bar, il est comparé à un taureau en rut, ou quelque chose comme ça. Donc on sait dès le départ, on sait à quoi s'en tenir. Que c'est un sacré queutard, quoi. Je veux dire. Maintenant on voit tout ça, c'est vrai que mais bon, c'est vrai effectivement comment qu'elle fait pour être aussi belle aussi. Comment fait-elle pour être aussi belle et tout. Donc peut-être. C'est pas belle, c'est comment elle fait pour correspondre aux critères de aux canons beauté, de beauté féminine de l'époque ou de n'importe quelle époque. Bon, alors peut-être que la boue du marais est dépilatoire. Qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente la femme adulte qui vit seule, qui est indépendante, qui en plus est belle et qui n'a besoin de personne. Et c'est la fille persécutée, et je trouve que ça c'est vraiment entériné par le procès, parce que du coup c'est la première personne accusée du meurtre de Chase, et bon, à la fin du roman, dans les dernières pages du roman, y a le procès qui tourne autour d'elle, et tout le monde l'accuse comme on accusait les sorcières. Elle est appelée la fille des marais. Tu veux dire c'est pour ça qu'elle sympathiserait avec le chat dans le tribunal? Ça pourrait être aussi, franchement, pourquoi pas? Ça pourrait, en tout cas il y a beaucoup de choses, moi j'ai vu beaucoup de parallèles avec la chasse aux sorcières, et du coup je trouvais que c'était assez puissant dans le livre, mais en même temps t'as ce côté où pourquoi Kya, qui justement est si intelligente, si brillante, pourquoi elle a envie de cette vie toute carrée, elle qui est si attachée à son marais, à la nature, pourquoi elle aura envie de vivre dans une maison, dans un lotissement, pourquoi elle tient tant à vivre une histoire d'amour exclusive comme ça. Je trouve que ça ne correspond pas. Pourquoi Chase? Pourquoi Chase? Parce qu'il s'est intéressé à elle alors qu'elle avait un besoin de lien social, mais pourquoi? Même elle y croit pas de toute façon avec Chase. Elle y croit pas, et deux, il y a un truc où là c'est pareil,
Kia, c'est l'enfant sauvage sans être l'enfant sauvage. Oui, et pourquoi par contre c'est très agaçant que ce soit les garçons qui lui disent ce qu'elle est censée penser, ce qu'elle est censée. Oui, mais alors c'est pour ça que c'est moi très agaçant, on est d'accord. je suis très surpris qu'en fait tu trouves qu'il y a un aspect féministe là-dedans, parce que de la même manière, à chaque fois c'est les hommes qui lui apportent quelque chose. Oui. On peut dire, il y aurait encore une fois en fait, c'est qu'on pourrait dire. Il y a une logique là-dedans qui est la logique de l'époque. Elle pourrait vouloir dénoncer le fait que Kia ne puisse pas s'élever toute seule sans l'aide d'un homme. On pourrait considérer ça. Mais en fait, elle ne le fait pas. Voilà. Ouais. Il y a des espèces de pistes comme ça, mais ça ne va jamais au bout. Non, mais c'est comme ce personnage, hein, le personnage de John Pin, il est pas inintéressant. Non, il est horrible, il est adorable, mais il n'existe pas ce personnage. Il est hyper stéréotypé. Il n'a pas de. C'est vraiment le stéréotype de l'ami ange gardien, le gars qui est là juste pour sauver l'héroïne. Tous les personnages sont des stéréotypes. Oui. Donc, carrément, ouais. c'est Tate. Tate, quel stéréotype. C'est l'homme parfait. Et alors, pour le coup, là ils ont choisi l'acteur qu'il fallait. Hein. Moi, j'ai trouvé qu'à partir du moment où on rentrait dans le procès... Alors, est-ce que c'était parce que j'étais... Alors, je l'ai lu très, très vite, ce livre. Donc, en fait, je crois que j'étais dedans. Et par exemple, j'ai trouvé que toute la temporalité du procès, qui est pas si long que ça, en fait... Mais j'étais quand même dedans, quoi. J'avais un truc où j'avais le doute, tu vois. C'est marrant. J'étais un peu pris. J'étais quand même. J'ai trouvé ça pas mal rendu. Bizarrement, mais c'est un truc. Et je me suis dit que et je trouve qu'il y a une rythmique justement où on va un peu plus vite. On est dans on est passé dans le monde civilisé où les choses avancent au rythme, à un certain rythme. Mais en même temps, voilà, avec une certaine dureté, quoi, ouais. où on est sur ce truc où et c'est presque en fait finalement la seule fois où Kia souffre vraiment, parce que en fait où elle souffre d'autre chose que de ses peines d'amour. Tu vois, parce que la nature lui manque, le fait qu'elle veuille regarder par la fenêtre et tout. Je trouve aussi beaucoup de l'absence de sa mère. Je trouve que c'est mais mal amené en fait, à chaque parce fois. Parce que la mère, elle nous a tellement pas été... Je trouve que la mère, on l'a... Mais je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que la mère, on la connaît pas assez en fait pour ça. La mère, on la voit au début, puis elle part. C'est pas la mère en elle-même, mais enfin pour nous en tout cas, mais on se dit, mais cette pauvre petite fille qui attend sa mère et qui attend son retour. J'ai trouvé que c'était super violent, mais c'était mal. Enfin, ça aurait pu être raconté de manière un peu plus pathétique, et ça l'a pas été. Ouais, c'est surtout raconté d'une manière où dès le départ, on voit une mère qui se barre, quoi. Je veux dire, qui abandonne. Je l'ai déjà dit, mais je me répète, qui abandonne ses 5 gamins, quoi. Ouais. Donc du coup, après, pour le coup, c'est plutôt bien justifié, mal raconté, donc on n'y croit pas vraiment, mais la justification aurait pu tenir debout. En fait, ils expliquent qu'elle a été tellement violentée. C'est vrai que pendant tout le livre, on est là, on l'attend, quoi, cette mère, et elle revient jamais. Elle a été tellement violentée qu'en fait, elle a fait un espèce de blackout et elle est partie sans se rendre compte qu'elle partait, et elle a oublié qu'elle avait une famille. Elle a eu un espèce d'instinct de survie tellement puissant qu'elle est juste partie. L'auteur-autrice, par ces parallèles donc qu'elle fait avec la nature, elle veut aller quelque part qui nous mène à le pourquoi du comment Chase a été assassiné. Par qui ? Le pourquoi et par qui ? En l'occurrence, on vous le donne en 1000. On leur donne en 1000 ou pas ? Bon, Thierry, il est contre. Moi, je suis pour spoiler, mais après, si... Ok, comme Thierry a l'air d'être très attaché à ce livre... Donc, en fait, c'est bel et bien Kia qui l'a tué. Et qui... Mais il n'y a pas un mystère fou. Hein. On peut se demander, on peut hésiter. Fait, vous avez pensé à qui ? Mais moi, je vais te dire, en fait, c'est quoi ? T'en fiches. En fait, oui. En fait, je ne comprends même pas pourquoi, à la fin, il y a cette grande découverte. Pourquoi Tate découvre avec le poème et le fameux coquillage qui avait disparu ? Parce que donc quand Quand Chase meurt, il avait sur lui un coquillage offert par Kia, coquillage qui a disparu, etc., etc. Ça fait partie des pièces à conviction manquantes, et c'est pas le bon terme, mais bref, on se comprend. Et donc c'est l'élément qui à la fin nous fait découvrir que c'est bien Kia qui l'a tué. Ça plus un poème, et on apprend au passage que c'était une poétesse
poétrice. Oui, en plus. Une poète. Une poète. Une faiseuse de poèmes. Une faiseuse. Et de qualité, hein. Et alors des poèmes. Moi je les ai même pas lus. Eh ben, écoute, t'as rien raté parce que alors c'est d'une. Alors. Moi, mais Tate le dit. Tate il dit Oui, mon Dieu, mais ma femme c'était son pseudonyme. Ouais. Non, mais le truc alors. Moi, il y a un aspect rigolo par rapport à ça. Quand elle découvre les poèmes, on a une note en bas de page. Oui. Et on se rend compte que la traductrice a utilisé Google Translate. Alors on se dit, bon genre foutage de gueule, ça se dit traductrice et ça utilise Google Translate. Non, mais c'est sur un seul, non ? C'est sur un seul, ouais. Et donc on se dit, quand on voit la suite des poèmes, on se dit, bon, c'est toujours du Google Translate, et et on comprend que ces poèmes, ils sont nuls à chier, quoi. Ouais. Je veux dire, voilà. Et effectivement, à la fin, on comprend pourquoi ils sont vraiment pas bons. Parce que mais c'est marrant parce que en fait, ça sert à rien. Oui. Une fois de plus. Si, pour la fin. Oui, voilà, pour la fin, mais moi j'ai senti que ça servait à rien. Et puis moi, au-delà de ça, ce twist final ne sert à rien non plus. En fait, je trouve qu'on se passerait, ça aurait été, on s'en fout de qui c'est qui a tué Chase. En fait, parce que limite, ce qui était intéressant, c'était de faire cette chasse aux sorcières, comme tu le dis si bien. C'était finalement, il fallait trouver une ou un coupable. Ouais. Bon, le plus facile, c'était la fille des marais. Et en fait, ça, c'était intéressant. Justement, on s'attaque à la personne la plus faible, la plus rejetée, la plus ostracisée. Et bon, elle est jugée non coupable. Je vais être 100% honnête, comme je l'ai dit, moi sur le procès, j'ai été pris. Le procès j'ai été pris dans le procès, c'était un truc, et j'ai été ému à la fin quand elle était. Bon, il faut que j'arrête de dire téléspectateurs. Oui. Chers auditeurs, je vais pas bien en ce moment, je suis extra sensible. Donc voilà, ça m'a ému. Écoute, je pense que c'était le but de l'autrice. Voilà, ouais, après, ça ne marche qu'avec les gens qui sont en dépression. Hein, voilà, au moins ça marche déjà avec les gens qui sont en dépression, c'est déjà pas mal. Et du coup, t'as pas trouvé la fin magnifique ? Genre elle vieillit dans son marais jusqu'à faire j'ai trouvé le lien avec la mort de John Pine. Le fait qu'à un moment, il y a 2-3 trucs comme ça que j'ai trouvé touchant. La fin avec Tate, non, du tout. C'est non, vraiment pas. Non, mais là, je sais pas. C'était parce qu'en fait, on lui rend sa liberté, puis j'en sais rien. Je sais pas pourquoi. Non, mais si, il y avait de la pression, parce que du coup, on la suit quand même depuis le début et on n'a pas envie qu'elle finisse en prison, surtout qu'on sait ce qu'a fait Chase. Parce que même si on n'y croit pas, cette nana, elle est quand même assez sympa, quoi. On aimerait bien qu'elle existe dans le fond, en fait. Oui. Elle dérange pas tant que ça. Hein ? Elle dérange pas tant que ça. Mais non, mais même au contraire, tu rêverais que des gens comme ça existent, des gens capables de vivre dans leur marais, de devenir des Einstein. Ouais. Par la fois. Enfin, on rêverait tous d'être comme ça. Tu vois, de rester chez toi et de lire des livres pour apprendre. Ouais, c'est ça. Des vieux livres en plus de ça. Ouais, en plus, des livres, de très vieux livres scientifiques. Et... Pour le coup, elle lirait pas Là où chantent les écrevisses. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Mais d'ailleurs, elle lit pas du tout de romans. Elle lit pas du tout. Elle est trop intelligente pour ça. Non, c'est ça. La fiction, c'est pour les nazes. Bref, tout ça pour dire que oui, moi, ce twist final, en fait. Et là, c'est pareil, je me pose la question. N'est-ce pas un éditeur à un moment qui dit, quand même, faut que tu... Ouais, il faudrait résoudre l'énigme, hein, quand même. Ouais, et en même temps, non, c'est bête ce que je vous dis, parce que je pose la question alors que alors que mon premier propos était de dire que depuis le début, elle veut nous emmener vers ça avec ces histoires d'anthropomorphisme. Mais moi, ce que j'ai trouvé de trop, c'est qu'il la fasse vieillir, en fait. Ça faisait vraiment vieux truc américain, fin de série, où on la voit 30 ans plus tard. Alors, moi, je pense justement qu'arrivé à la fin de son bouquin, j'extrapole complètement, hein. Je prends mes désirs pour des réalités. Tu connais peut-être Delia personnellement? Non, mais moi, à ce moment-là de ma lecture, passablement énervé par pas mal d'aspects, je me suis dit, alors, soit c'est vraiment elle qui l'a tué. Parce que l'intrigue criminelle, je me suis dit, de toute façon, on va pas avoir de grosses surprises. Au départ, je me suis dit, c'est Tate
parce qu'il aimait Tate ou et il va Jumping. voilà ou Jumping. Ou les deux, ou même les trois qui Jumping, sont... moi, Ah j'ai si, pas moi je me cru suis une dit Ah, si. si Ah ouais, quand d'accord. elle se fait frapper, quand il y a la tentative de viol par Ouais. Chase, Il elle l'a- y va, elle pense que c'est bon, les traces de coups ont Ouais. disparu Ah ouais. et Jumping lui dit mais c'est Chase qui vous a fait ça. Et il est Et on vénère. sent qu'il est vraiment en colère. Alors Ah, je m'en souviens bon, pas. alors je me suis dit Tate et Jumping c'est trop évident. Donc non, c'est Ouais. pas eux. Donc je me suis dit bah on le saura pas. Et ben Delia, elle a réussi à foirer ça Ouais. aussi en voulant à toute force Pauvre trouver Delia. un coupable, une coupable en, En même temps, l'occurrence. si on n'avait pas su qui était le coupable, on serait en train de râler en disant... Bah, moi j'aurais ça pour préféré ça. à la limite. Ouais, je sais pas. Dans le doute, tu as une fin ouverte, tu te l'imagines Moi, je suis toi-même. très fan de des fins ouvertes en général, Ouais. donc Je te rejoins. J'aurais trouvé ça très et puis beaucoup plus intelligent en fait d'être dans ce truc où Voilà. Mais c'est bon, elle a... mais je pense par contre que effectivement beaucoup de gens n'auraient pas du tout apprécié. Ouais. Bah, moi, j'étais contente de savoir que c'était elle. Tu vois, un peu le côté, elle s'est vengée. Tu vois, même contre tous, elle les Le a côté tous bernés. féministe. voilà. Mais j'aurais préféré qu'il y ait que le lecteur dans la confidence. J'ai trouvé ça dingue que Tate, il le découvre. Qu'il a jeté le Ah, coquillage. Là, c'est dans le film ça. Pour protéger. Et dans le livre aussi. Ouais, dans le livre aussi. Oui, dans le livre, je sais Oui, plus oui, qu'il en oui, fait, oui. mais il fait disparaître les preuves. Mais tout ça pour dire que elle vieillit, et les trucs comme ça, parce que je pense que à ce moment-là, on peut lui prêter quand même un bon paquet d'intelligence à Delia Owens. Peut-être pas en tant qu'auteur, mais en tant qu'être humain. Thierry, n'en fais non, pas trop. non, non non. plus, n'en fais pas. Ouais, je suis dur. Mais je pense qu'elle s'est dit, je vais peut-être pas finir par un happy end. Mm. Donc Ah elle a oui, un petit peu franchement, noyé moi, le je la poisson, remercie, elle ça continue, m'aurait elle trop Moi, Oui, en j'appelle vrai. ça quand même un happy end. Oui. hein. Bah, elle meurt à la fin. Oui. Oui, mais bon, elle meurt à 64 ans. 64 ans. Toi, t'aurais préféré qu'elle se passe renversée par un bus en sortant du train. Alors moi, ce que je voyais j'aurais à ce fait. moment-là, c'est qu'il se passait quelque chose qui ne s'est pas passé et que je l'aurais bien vu se suicider moi à la fin. Tiens, Ah, se dire Pourquoi se dire vous à pouvez un, pas la blairer. se dire à un moment donné, on l'a privée du marais, elle est complètement. Je sais pas, je me suis dit, tue-toi. Oui, bon, oui, là, c'est T'as totalement. un côté troll sur les réseaux sociaux. Là, c'est Non, par complètement contre, moi, personnel, j'aurais là. préféré complètement. qu'elle aille pas dans le sens des lecteurs et qu'ils se mettent pas ensemble avec Tate, qu'il n'y ait pas ce côté happy end. Oui, ils étaient faits pour être ensemble depuis le début. Et ben voilà. Et là, Mais du je- coup, je par trouve chagrin, que- elle je aurait pu trouve se que ça- suicider. Alors ça, c'est pareil, c'est-à-dire que bon, après limite, why not Mais me mets pas cette tartine de Chantilly avec mais c'est celui que j'aimais depuis le début et que j'ai toujours aimé et que j'aime encore et tout. Mais en plus, on le savait, c'est pas la peine de le quoi. dire en fait. Mais arrête quoi, c'est quoi, puis c'est quoi ce truc de l'histoire de ah putain, il l'avait défendu quand son papa l'avait Ah oui. agressé quand elle avait Non, mais tu peux 4 pas ans. comprendre, ils Tu- sont flammes jumelles. Non mais là, Voilà, là tu rentres dans des trucs, tu dis mais Mais c'est Nia quand même. Mais C'est un livre assez Nia. ah mais c'est ah oui. Du coup, comme on parle de niaiserie, ça donne envie de parler du film. Vous trouvez Ah, pas mais ouais, moi, ouais, ouais. ah, Alors, la belle transition. elle Voilà, est là, voilà. Moi, je elle dirais est que là. c'est un livre et un film. Cucu la praline. Elle est là, la belle transition. Ah, C'est jolie dommage, Thierry a cassé la sublime transition de Delphine en parlant de cucu. La praline, s'il te plaît. Oui, Cucu la praline, c'est stéphanois, tu peux pas connaître. Bien sûr que si, je connais. Bref, nous allons passer à la partie suivante. Un marais n'est pas un marécage. Le roman de Delia Owens s'ouvre sur cette sentence. Le film d'Olivia Newman aussi. Et alors, figurez-vous que, dans le même ordre d'idées, j'ai un truc très pertinent à vous dire. Un roman n'est pas un film n'est pas un roman. Et on commence à un petit peu trop le savoir. Produit par Reese Witherspoon, donc ce Reese Witherspoon que vous connaissez peut-être autour de la table. Je connais que Tout à lui. fait.
Bon, bah déjà, c'est une femme dans votre série. Donc, qui est une actrice. Je pense que si tu voyais sa tête, tu dirais ah oui, je vois qui ça. Oui, c'est possible. Donc, qui est actrice à la base. On peut citer parmi ses grands chefs-d'œuvre ce film que j'aime tellement, Sex Intentions, mais aussi La Revanche d'une blonde que j'aime beaucoup moins, Walk the Line, et le chef-d'œuvre De l'eau pour les éléphants. Et là, c'est là qu'on comprend pourquoi elle fait ce genre de production. Et je sais qu'elle a aussi fait à la télé une série qui, paraît-il, n'est pas si mal que ça, qui s'appelle Big Little Lies. Oui, donc, elle est sympa. Mais c'est elle qui l'a produite, non? oui. D'accord. Non, elle joue dedans. C'est sûr. Elle joue dedans, et je sais pas si elle est à la production. Très sympathique petite série. Mais il paraît que c'est bien, ouais. Et donc, elle produit ce film via sa société Hello Sunshine. Hello Sunshine est une société qui est censée donner la part belle aux femmes sur des projets de cinéma, en leur donnant notamment des rôles au niveau de la production, au niveau de la réalisation et au niveau de tous les aspects techniques, on va dire avant tout. Et puis souvent, effectivement, faire des histoires qui se veulent assez féministes. C'est un film qui est produit par Sony aussi et distribué par Columbia. On s'en fout, mais fallait le dire parce que, en fait, je vais vous dire, la réalité, c'est que j'ai pas trouvé grand chose à raconter sur ce film au niveau de la technique parce qu'on trouve pas grand chose sur Internet. C'est un film qui a été tourné entre avril et juillet 2021. Intéressant, n'est-ce pas? Ah ouais. En Louisiane, notamment. Ah ouais. Oui, puisque l'intrigue se passe en Caroline du Nord, c'est logique. C'est logique. La Louisiane, c'est en Caroline du Nord? Pas du tout. Non, mais je pense que... Sinon, ça s'appellerait la Caroline du Nord. En termes oui, c'est vrai que c'est un État, la Louisiane. Oui. Bon, bah, ça va. Non, mais moi et la géographie, de toute façon. Alors, en fait, c'est un projet qui a été mis en branle tout de suite après le grand succès rencontré en librairie par le livre. Et notamment parce que Reese Witherspoon, qui aime beaucoup ce type de livre, a voulu le produire absolument. Le projet a été retardé parce que je sais pas si vous êtes au courant. Enfin, il y a des gens qui n'y croient pas, mais il paraît qu'il y a eu un truc dans le monde entier où on pouvait pas sortir de chez nous et tout. On avait un peu des masques sur le visage. Et voilà, donc d'ailleurs, pendant la production, comme il y avait la pandémie, une grande partie du casting et de l'équipe technique ne se sont jamais rencontrés en face à face. Et oui, ils se voyaient qu'en visio. Mais ça explique beaucoup de choses. Et les acteurs, ils se rencontraient sur le plateau ou... Oui, je crois. Ah, mince. Alors, à la réalisation, on a une dame qui s'appelle Olivia Newman. C'est son deuxième long métrage. C'est son deuxième long métrage qui arrive après l'adaptation d'un de ses courts métrages qu'elle a fait pour Netflix, qui s'appelle First Match, que je n'ai pas vu. Et elle a fait beaucoup de réalisations pour la télévision, des séries. Il semblerait que ça soit une dame qui met beaucoup aussi, qui attache une grande importance au féminisme dans ses projets. Je parle beaucoup de ça parce que ça revient beaucoup dans les commentaires et dans tout ce qu'on peut trouver sur les films de cette dame et de Reese Witherspoon. Le scénario, il est écrit par Lucy Alibar, qui est une jeune dramaturge américaine, qui a notamment écrit le scénario des Bêtes du Sud sauvages, qui est une adaptation d'une pièce qu'elle avait écrite, et qui, pour le coup, Les Bêtes du Sud sauvages, c'est un film qui est pas mal du tout, qui est très intéressant, avec un scénario que, ma foi, j'avais trouvé fort intéressant, 2 fois intéressant. À la photo, on a encore une femme, Polly Morgan, que je connais pas, qui a fait des films que je vais pas vous citer parce que je les connais pas. S'il y a Sans un bruit 2 que j'ai pas vu, mais que j'ai pas, qui est un peu plus connu, et qui a fait de la lumière sur 9 épisodes de la série Légion, qui est une très bonne série pour le coup. Et à la musique, on a cette fois un monsieur, Michael Dana. Faut que j'arrête de dire un coup. Ouais, t'es un peu lourd. Je vais passer pour un gros... On a compris quand t'as dit que les productions mettaient à l'honneur les femmes, c'est pas la peine de... Bah non, mais là, c'est un monsieur. Oui, Voilà. Bon, alors, Michael Dana, que je connais pas non plus, pourtant qui a effectivement une carrière longue comme le bras, qui a fait la musique de l'Odyssée de Pi, Le Stratège, Little Miss Sunshine, exemple typique du feel good movie. Non, vous l'avez pas vu. Si. Non, je l'ai pas vu, mais je vois, je connais comme tout le monde. C'est un vrai feel good movie. Donc il fait la musique du film, mais Taylor Swift fait la musique finale
Mais en tout cas, il y a ce côté très terroir américain qui, je trouve, fonctionne aussi avec. Enfin, c'est pas déconnant. Non, c'est pas déconnant, on est d'accord. Alors pour le casting, c'est pareil, je vais aller très très vite. Donc on a donc la jeune femme qui joue Kia, qui s'appelle Daisy Edgar Jones. Je sais qu'effectivement, enfin j'ai vu qu'elle est surtout reconnue pour une série de la BBC qui s'appelle Normal People. J'ai regardé la bande annonce. Comme on le disait plus tôt, et ça c'était en off, c'est vrai que les bandes annonces c'est toujours dangereux. Moi la bande annonce j'ai trouvé que ça avait l'air très très chiant, mais bon c'est une bande annonce, donc je ne sais pas. Elle fait essentiellement de la télé. Taylor John Smith, donc il joue Tate. Pareil, je connais pas trop. Je l'ai vu dans un film qui s'appelle Shadow in Clouds, qui est une série B très sympa, mais lui il est il ressort pas beaucoup dans ce film. Pareil, beaucoup de télé et de la série B un peu. Harris Dickinson qui joue Shane. Oui, à chaque fois. Chase. Je sais pas pourquoi à chaque fois je veux l'appeler Shane. Parce que Shane on him. Parce que. Pardon. Parce que Shame on him. Alors lui pour le coup, il a quand même quelques prods ciné de première importance. Notamment, il était dans le dernier Ruben Östlund, Sans filtre, dans Coup de théâtre, dans The Kingsman, première mission. Et c'est un garçon qui a réalisé des courts métrages et tout, qui bosse pas mal quoi sur des projets un peu plus intéressants. À noter que ce soit Harris Dickinson ou Daisy Edgar Jones sont des acteurs britanniques. Donc c'est marrant parce que ils ont tous les deux dû beaucoup bosser pour pouvoir prendre l'accent du Southern American du sud des États-Unis. On avait compris. Vous aviez compris, je vous remercie. Ensuite, il y a David Strathairn qui est le monsieur qui joue l'avocat. Je sais pas si vous voyez, donc c'est une tronche, on le connaît. Non, ouais, sa tête vous a pas dit quelque chose. Mais t'as des gens, t'as l'impression que tu les avais. Mais en fait, tu les as vus. Tu l'as vu dans plein de trucs parce qu'en fait, c'est un mec. Il a fait. Il a une filmographie hallucinante. Mais à chaque fois, il fait des petits rôles. Voilà, aussi bien des trucs des trucs un peu qualité et puis des trucs beaucoup moins de qualité. Mais voilà, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le casting. Donc essentiellement quand même des gens qui viennent de la télévision. On va juste faire le petit truc qu'on aime bien raconter. Comment ça s'appelle Là où chantent les écrevisses. J'avais oublié, je trouvais plus le nom du film dont on parle. Comment s'appelle le truc dont on parle aujourd'hui? Donc là où chantent les écrevisses est sorti en France le 17 août 2022. Il se classe sur les 150 films à peu près sortis en France cette année-là. Il se classe environ 130 et quelques. Je sais plus combien. Il a un total de 246 133 entrées en 5 semaines d'exploitation pour 353 copies, ce qui n'est pas si mal que ça. En termes de copies, j'entends, et de semaines d'exploitation. Pour un projet comme ça, c'est pas pourri. Et d'ailleurs, il a quand même bien marché ce film, en fait. Sachant que donc c'est en 2022 qu'il sort en France, hein, là, c'est l'année dernière. Pas lointain du tout. Le numéro 1 l'année dernière, c'est Top Gun Maverick avec 6 676 052 entrées. Le premier film français est en 13e position et c'est qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu avec 2 453 585 entrées. J'aime mon pays, j'aime la France. Bravo les amis, vous êtes très forts. Il y aurait une chose très intéressante à dire, c'est qu'en fait, quand on regarde les critiques presse, il est quand même. Alors Thierry aura un petit commentaire à faire là-dessus, mais il est quand même en majorité pas très bien accueilli par la presse. Par contre, en fait, quand on cherche sur Internet un peu des critiques spectateurs, il est très apprécié en majorité. Les gens, alors. Pareil, hein. Peut-être que les gens qui n'ont pas aimé le film, ils n'ont pas voulu prendre le temps d'en parler. Ouais, en général, c'est plutôt l'inverse. Mais les gens qui aiment pas, voilà, ils aiment bien troller, justement, ils aiment bien défoncer les trucs. Et en fait, il a, en critique presse sur Allociné, il a du 2,6 de moyenne sur 5, ce qui est d'ailleurs même pas si catastrophique que ça. Mais il a du 4,1
sur 5 en critique spectateur, ce qui pour le coup est une très bonne moyenne. Bon, après c'est vrai que j'ai pas regardé le nombre de critiques qu'il y a, mais j'ai pas regardé que sur Allociné. Donc après, je suis même sur Sens Critique. Sur Sens Critique, j'étais surpris. Il y a quelques critiques et elles sont quasiment tout au-dessus de 7 sur 9. Donc non. Et puis des bonnes critiques. Alors après, je soupçonne que ce soit quand même des gens dans l'ensemble assez jeunes. Mais je dis peut-être des grosses bêtises aussi. Voilà, Thierry, tu avais quelque chose à nous dire sur la presse. Oui, alors j'avais fait une petite revue des avis de la presse écrite. Alors pas sur le fond, plutôt sur la forme. Je trouvais assez rigolo de voir quels médias écrits avaient apprécié et quels médias écrits n'avaient pas apprécié. Donc le film a beaucoup été apprécié par Biba, par Femme Actuelle, par Le Dauphiné Libéré et par Voici. Bon, c'est sans jugement de valeur. Sans aucun jugement de valeur. Non, mais on te connaît, Thierry, on te connaît. Voilà. Hein. Alors ceux qui n'ont pas... Et l'UMA, ils en ont dit quoi, l'UMA ? L'UMA, là, il y a 2 médias qui ne l'ont pas critiqué, on y reviendra. Les médias qui n'ont pas du tout aimé, c'est La Voix du Nord. On s'en fout un peu, sauf si on habite Lille, mais bon. Ta femme ne s'en fout pas non plus. Mais elle lit pas La Voix du Nord. Voilà. Donc, Les Échos n'a pas aimé. Positif n'a pas aimé. Et alors, truc super étonnant. Télérama n'a pas aimé. Télérama n'a pas aimé. J'ai pas compris. Ah, sois pas con. Ben non, mais j'ai pas compris. Voilà. Par contre, ne l'ont pas critiqué les Unrock. J'aurais bien aimé lire la critique des Unrock. Alors, moi, j'aime pas les Unrock contrairement à toi. Non, mais moi non plus. J'aurais bien aimé lire la critique des Unrock pour me marrer parce que moi... Ils auraient fait comme Télérama. Oui, mais moi, les Unrock, j'ai pris le parti d'en rire. Mais Télérama aussi, j'ai pris le parti d'en rire personnellement. Maman, excuse-moi d'avance. Hein. Ma maman achète Télérama. Chère Delphine. Oui. Votre avis sur ce film, concis, s'il vous plaît. Eh ben, il suffit de regarder la bande-annonce et vous aurez vu le film. Parce que vraiment, dans la bande-annonce, il y a à peu près toutes les scènes du film. Et en gros, ce que je n'ai pas aimé dans ce film, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont pris les scènes fortes du livre et qu'ils les ont collées les unes aux autres. Alors déjà, on se plaignait un peu dans le livre que ça manquait de profondeur, mais alors là... Là, on nous explique plus rien, juste on colle les scènes. Big up pour la scène du premier baiser entre Kia et Tate et les papillons qui s'envolent autour d'eux. Oui. Alors ça, je comptais qu'on en parle plus tard, mais trop tard, t'as lancé le... Sorry. C'est déjà une scène qui est quand même dans le livre qui est compliquée. Mais alors, quand tu l'as fait en film, en plus, c'est... T'es là, mais non. Ah, Non, mais en fait, pourquoi vous l'avez fait ? Juste, ne le faites pas. Voilà, non, mais enfin... J'ai pas de mots pour ça. J'ai pas de mots. Thierry ? Alors, bon, moi je vais peut-être me montrer un petit peu contre-courant, mais je trouve que, toujours par rapport au livre, le film a un avantage, un immense avantage. C'est qu'en 2 heures, c'est terminé. Parce que le livre, tu l'as pas lu en 2 heures, toi ? J'ai mis 1 semaine pour lire le livre. Ah, mais c'est parce qu'il t'a vraiment fait du mal, en fait. Mais tu vois, ça, tu as menti hein, quand tu as donné ton avis sur le livre. J'ai essayé d'être objectif. Non, on te demande pas d'être objectif, on te demande de donner ton avis. On te demande d'être subjectif. Et c'est ton avis à toi. Tu as le droit d'être méchant. Mais non, on est là pour ça, Thierry. On cherche le clash. Je redis ce que j'ai dit. Il y a des passages que j'ai adorés, des passages qui m'ont énervé. Adoré ? Non, peut-être pas adoré. Ouais. On va pas chipoter non plus. Qu'il a toléré. C'est ça, il a toléré. Qu'il a supporté. Dont il a supporté la lecture. Ok. Non, mais voilà. Okay. C'est-à-dire que la lecture du livre ayant été pour moi une expérience un peu... Souffrante. Non, c'est pas... Douloureuse ? Non. Ennuyeuse ? Une longue expérience. Une semaine pour lire un livre, ça m'arrive vraiment très rarement, ou alors il y a 2500 pages. Ouais, mais t'as lu combien de livres entre... j'ai dû en lire 3 ou 4. En même temps. Je suis entrecoupé par moment, quoi. Voilà. T'aurais mieux fait de faire comme moi, en fait. De faire ça d'un coup, d'un seul. Ouais, mais bon. Bref, l'idée de voir le film après avoir la lecture du livre, ça m'était difficile. Et puis je me suis dit, et puis ça s'est avéré vrai, 2 heures, c'est fini, voilà, c'est bien. Ok, bon, moi, puisque vous me le demandez,
Et toi, Max, comment l'as-tu trouvé? Il tient toujours à donner son avis sur tout. On t'écoute, Max. Ah, mais vous voulez pas de mon avis, c'est Allez, ça? vas-y. Mais si, t'es là pour ça. J'espère bien que je suis là aussi pour ça. Alors, en fait, moi, je trouve que c'est un roman moyen plus qui aurait pu donner un bon film s'il avait été fait intelligemment. Et c'est un roman moyen plus qui donne un film de merde. Et non, moi, j'ai pris plus de plaisir sur le bouquin que sur le film, quoi. Après, j'ai pas passé une semaine à lire le roman. Donc, non, c'est une catastrophe, ce film. C'est une catastrophe. Non, C'est il y a des choses bien, Non, mais c'est un film non, terrible. non, Ah si, non, il y a des non, choses non. bien. C'est un téléfilm M6. Ça, c'est vrai, par contre. C'est un téléfilm M6 avec un peu plus de pognon. Moi, je veux dire que le film... Enfin, j'ai trouvé que le film... le point positif du film, ce que je trouve qui a apporté le film, c'est l'actrice. Oui. Kaya. Daisy. Du coup, comme on est passé au film et que je l'ai vu en anglais, on va dire Kaya. Yeah. Je l'ai trouvé vraiment solaire, en fait, cette actrice. Et elle correspondait un peu à l'image que je pouvais avoir. Enfin, en tout cas, j'ai pas été... Voilà, je l'ai trouvé vraiment au niveau de ses expressions, au niveau de sa manière de se déplacer. J'ai trouvé vraiment à sa place. J'ai trouvé qu'ils avaient trouvé l'interprète idéal de ce personnage. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment un gros plus. Je suis assez d'accord, mais aussi. je trouve qu'elle est pas dirigée, par contre. Elle a un peu lâché. Alors après, en même temps, moi je trouve que... Ouais, alors c'est ce que j'allais dire. Heureusement que c'était elle et pas une autre finalement, voilà, parce qu'elle a fait ce qu'elle pouvait avec les moyens qu'il y avait. Parce Mais, que, effectivement, elle joue bien, mais je pense que tout tient sur elle, quoi. Et qu'il n'y a pas de direction d'acteur. J'en tiens pour preuve Tate, quoi. Qui est. Qui ? Ah, mais il était dans le film, lui. Ouais. Le mec le plus falot du monde, quoi. Le type qui il ne sert à rien à paraître joli, ce garçon. C'est ça. Moi, celui que j'ai trouvé très bon, c'est le mec qui joue Shane. Ah, mais Chase, mais faut que j'arrête. Ouais, là, t'as un problème. Mais j'allais le dire. J'ai beaucoup aimé. Non, j'ai détesté ce personnage, mais j'ai adoré le détester. Super bien casté. Lui, il est vraiment super bien casté. Il a une tête de pervers. Ah ouais, c'est une saloperie, ce type. Ah, mais moi, chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, j'avais envie de de mettre un coup de boule dans la télé. Surtout qu'on connaissait l'histoire. Ouais, alors, En plus, ça aide, ouais. Mais il joue très bien, quoi. Il est vraiment dans ce truc. Enfin, tu vois, pour le coup, j'ai moins de mal à croire qu'il arrive à séduire Kaya que dans le livre. Où en fait, dans le livre, finalement, je me le représente trop en caricature de quarterback, ricain, mâchoire carrée et tout, bidule. Alors que là, il a quelque chose, ce mec. Il a une espèce de... Ouais. Il a quelque chose, quoi. Comment il s'appelait dans Gossip Girl. Vous l'avez regardé cette série ou pas du tout? Moi, je me souviens que d'une seule chose dans Gossip Girl. Et c'est pas un mec. D'accord. C'est la blonde ou la brune? C'est la blonde. Bref, il y a un garçon comme ça qui est très toxique, voilà, et que les fans adorent, mais en fait le gars est hyper toxique, qui s'appelle Chuck, si je dis pas de bêtises, et il a ce physique qui ressemble, enfin qui fait penser un peu à Chase. C'est physique que t'as envie de gifler là. Désolée à tous les garçons, probablement très bien qui leur ressemblent. Moi, je voudrais parler d'un acteur que j'attendais beaucoup dans le film et qui m'a beaucoup déçu. Ce sont les Marais. Ils sont où les Marais? Et en plus, on filme en scope. Ouais. Ils sont où les Marais? Non, et puis là, si, quand même. J'ai vraiment très chaud. Ça y est, la chaleur. Non, la scène d'introduction, comme ça, le marais, la gueule du crocodile ou de l'alligator, je sais pas ce que c'était. C'est quasiment la même chose. Ça y est, je l'ai faite. Il y a un truc, alors, écoute, je crois que tu ne devais pas en faire. Elle me vient d'un coup comme ça. Alors, bref, ok. Je vais revenir sérieux. Sur cette scène-là, au bout d'un moment, tu as un vol d'oiseaux. Un héron. Il m'avait semblé que c'était des hérons. J'ai eu l'impression que c'était l'image de synthèse. Mais c'est une incrustation. Ah.
qui est dégueulasse. Ah bah d'accord, ok. Bon, alors me voilà rassuré. Je me suis dit... Si c'est pas une incrustation, je comprends pas ce qui s'est passé. Bon, alors dès le départ, incrustation du vol de héron. Et alors j'ai pas une grande expérience des marais. En fait, le marais, je connais que le marais Poitevin. Je pense qu'il y a peu de choses communes avec un marais de Caroline du Nord ou de Louisiane. Les crocos notamment. Mais j'en ai pris beaucoup plus plein les yeux en visitant le marais Poitevin qu'en regardant les tristes images du marais dans le film, quoi. Ouais, bah pour rebondir, je pense que j'en attendais beaucoup aussi parce que j'ai trouvé le livre vraiment... ça donnait envie en fait. T'avais envie d'être tu t'imaginais marcher toi aussi pieds nus, éventuellement te baigner dans cette eau. Enfin, il y avait vraiment, t'avais envie d'y être. Et là, ça faisait un peu aseptisé, presque paysage de carte postale. Genre, il y a un hôtel juste derrière. Ah bah moi, c'est bon que Max, et j'ai confiance dans ses références, dit que ça a été tourné en Louisiane. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, non, ils ont tourné ça en studio, quoi. Je veux dire, ils ont en partie en Louisiane, je sais pas. En partie en Louisiane. Oui, je et me suis puis, alors après, je marais, pense que ça aurait été difficile à filmer, mais ça c'était pas sauvage. Ce qui est très très bizarre, comme je vous le disais, c'est que c'est quand même un format scope, donc c'est un format large de cinéma. Et là, en fait, ce format scope n'est pas utilisé. On ne fait pas de belles compositions de nature. Et pire, on ne présente pas l'humain dans cet environnement. Est-ce que c'est lié au lieu où ça a été tourné ou non? C'est possible. Est-ce que c'est lié au fait que la réalisatrice n'ait pas choisi ce parti pris? C'est possible aussi, hein, je sais pas. Mais c'est vrai que pour le coup, il y a un gros manque, quoi, parce que c'est... Enfin, pour ma part, c'est essentiellement ce que j'attendais. Et c'est vrai qu'en fait, on n'a pas un film sur une jeune femme qui grandit dans la nature. On a un film sur une amourette de teubé, de 3 teubés, pardon, hein, c'est pas gentil ce que je dis, mais moi je trouve qu'ils sont autant oui, je trouve qu'elle joue bien l'actrice, mais en fait au bout d'un moment, elle m'énerve. Non, moi je suis d'accord avec Delphine. J'ai même trouvé qu'elle portait un peu le film sur ses épaules, quoi. L'actrice, je trouve qu'elle joue très bien. Très bien, non, j'exagère. Je trouve que l'actrice porte le film parce que de toute façon, le personnage porte le film. Mais je crois que c'était aussi le parti pris du film qui peut-être visait aussi un autre public parce que autant le livre s'ouvre sur une Kia enfant, donc il y a le meurtre de Chase, mais on a vraiment toute la vie de Kia. Autant là, ça s'ouvre sur l'arrestation de Kia. Ouais. Donc elle est adulte et c'est elle qui raconte son enfance. C'est très oui, on est dans une on vise pas du tout le même. Là, on vise vraiment on vise peut-être même un public de jeunes femmes en fait qui vont s'identifier à Kia. Je crois que c'est vraiment oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai marqué film lent, mièvre, ennuyeux. Toutes les scènes sont dans la bande-annonce. Oui. Ouais. Le truc sur ce que tu disais là, je veux dire, effectivement, ça part carrément l'arrestation de Kia. On a quand même l'impression qu'il y a du rythme, que ça va être mené à 100 à l'heure, l'affaire. Et paf. Ah ouais. Mais même la poursuite de Kia, c'est mal monté. Moi j'ai juste aimé, c'était pas très crédible, mais moi j'ai adoré le visuel de cette scène. Elle est sous l'eau en train d'essayer de nager, c'est assez improbable. Mais il y a le bateau des flics qui arrive et le flic plonge la main dans l'eau et l'attrape par les bretelles de la salopette. À quel moment t'y crois ce truc? Mais je n'y croyais pas, mais j'ai trouvé que visuellement j'ai adoré le truc, genre scène d'action de dessin animé, voilà. Tu vois. C'était, je veux dire, voilà, c'est impossible, mais tu te dis, mais c'est James Bond en fait. Il va y avoir du rythme et on va rigoler. Il n'y a pas de rythme et on rigole. Et on n'a pas rigolé. Il n'y a pas de rythme et on rigole. Si, on rigole, mais pas. Non, pas pour les bonnes raisons. Mais même pas. Ouais, et puis en fait, on rigole même pas tant que ça. Moi, j'ai pas rigolé. Moi, j'ai pleuré. Le fait que tout soit en voix, cette voix off. La voix off, c'est c'est Kia qui raconte. Oui, mais la voix off, c'est l'apanage du mauvais scénariste. C'est un moment comment, en fait, une fois, tu vois, tu parlais tout à l'heure de ça montre pas, ça raconte. Quand tu écris, voilà. Et en plus, c'est une voix off qui nous dit des choses qu'on est en train de nous montrer.
Double narration. Dans le livre, en fait, elle passe Mais des années, ses premières années d'adulte, à apprendre à lire, à dessiner, à raconter. Dans le film, elle s'est tout de suite très bien dessinée, quoi. Elle est même, je veux dire, voilà, c'est une artiste accomplie dès le départ. Mais dans le film, elle n'a pas 18 ans, ça fait 6 mois qu'elle sait lire et il lui dit tu devrais envoyer ton manuscrit à un éditeur pour devenir biologiste. Voilà, c'est pour publier tes premiers. Et ça, c'est des. En fait, c'est. Bien sûr, et c'est pas la première fois qu'on aborde cette problématique. On sait très bien que quand on doit adapter un roman au cinéma, c'est très compliqué d'y mettre tout. Oui. Pour le coup, sur The Thing, qui était une nouvelle, c'était plus simple. Oui, t'as un récit qui est plus court, etc. Mais ça changeait quoi que Tate revienne plus tard pour lui donner les noms des éditeurs? Pourquoi il les a donnés avant de partir? Encore une fois, finalement, je me demande s'il n'y a pas ce truc de vouloir resserrer l'intrigue autour de l'histoire d'une très jeune femme qui... Voilà, et de ses amourettes. Parce qu'on en revient sur la même chose. En fait, dans le film, on s'en fiche qu'elle soit intelligente. D'ailleurs, on s'intéresse pas vraiment à son travail. Voilà. Dans le film, ce qui est intéressant, c'est ses histoires d'amour. Écoutez, je pense que moi, je vais juste dire une seule chose. Autant le procès dans le bouquin m'avait effectivement un peu intéressé et un peu... j'arrive pas à trouver le mot. Voilà, merci. Mais tu sais qu'à chaque épisode, tu finis mes phrases. Là, le procès, je l'ai trouvé moins intéressant qu'un épisode de Law and Order, quoi. En même temps, tu connaissais le dénouement. Ouais, bon, allez, d'accord, je te l'accorde. Alors, moi, je t'avoue que quand même... je me demandais s'ils allaient modifier la fin, parce que des fois ils font ça dans les films, ils modifient les livres et je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont en faire, est-ce qu'ils vont modifier la fin, est-ce que ça va être quelqu'un d'autre le criminel? Ouais. Mais non. Non, même pas. Je me suis alors sur les deux, je me suis posé la question parce que tu t'es dit non mais ils peuvent pas faire un film si nul, il va y avoir un truc à la fin. À la fin, moi du livre, le fait que ce soit Kia qui soit effectivement coupable, et qu'on s'en rend compte 50 ans plus tard. 45 ans plus tard, ça m'avait un peu déçu, quoi. Je me suis voilà. Et puis dans le film, je regardais le film, je me suis dit mais il y a plus toute la partie poème, poésie, et comme c'est le déclencheur, c'est non, ce sera peut-être, ça va peut-être être autre chose. Et par là même, je rebondis sur ce que tu disais, ça expliquerait que la partie procès était d'une nullité. Alors, je n'ai jamais assisté, là c'est l'équivalent d'un procès d'assises en France. J'ai jamais assisté à un procès d'assises. Mais pendant les études de droit, on est obligé d'aller assister à pas mal de procès, d'instances, de grandes instances et tout. Il y a vachement... mais pas en Caroline du Nord. Mais pas en Caroline du Nord, non. mais là, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Le seul personnage qui ressort, qui est dans le livre, qui est aussi dans le film et qui ressort, qu'on peut rattacher à la scène du procès et qui ressort vraiment, c'est le chat. Moi, je le préfère dans le livre. Mais... Vous avez un problème avec les chats tous les deux. T'aimes pas les chats, toi? Si, mais pas autant que vous, apparemment. Ou pas de la même manière, je sais pas. Si, quand même. Hein. Oh, alors, je suis sur le marais, je suis vieille, j'ai les cheveux blancs, et... j'ai détesté cette scène. Je me revois en petite fille. Je me revois en jeune femme. Je vais mourir. Mais c'est pas possible de faire ça. C'était si bien joué, mec. On est au 21e siècle, merde. C'est censé être une réalisation. Enfin, je sais pas, mais c'est pas possible, ça. Alors, mais Maxime, je ne te remercie pas. Mais c'est pas possible. Parce que cette scène m'avait tellement... Mais je me suis dit, j'avais réussi à l'oublier, tu vois. En me disant, non, je veux pas me rappeler de ça, je veux pas me rappeler de ça. En plus, tu sais quoi, ils te remettent la gamine. Alors, la gamine, on n'en a pas parlé. Parce que je voulais pas en fait, je voulais pas. J'ai pris des notes, mais elle joue comme un pied. Non, mais c'est une toute petite fille. Oui, mais non, mais il y a des enfants acteurs qui jouent bien. D'ailleurs, mais le petit Tate, il joue mal aussi. Tous les enfants. Mais je te dis, de toute façon, il n'y a pas de direction d'acteurs. Ils sont tous... Mais cette gamine, elle est... Et là, tu la revois à la fin. Non, s'il vous plaît. Non, avec je veux pas. Avec la mère qui s'en va et qui s'efface. Ah ouais, non, mais c'est... écoutez, sur ce, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette adaptation? Non.
N'allez pas la voir, lisez le livre plutôt si l'histoire vous intéresse. Bon. Oui, lisez le livre, parce que, quoi que j'ai pu en dire, c'est un livre que je vais recommander à la boutique. Oui, parce que tu vas essayer de vendre ton exemplaire. Non, c'est pas mon exemplaire, c'est l'exemplaire de la boutique déjà. Donc c'est bien ce que je disais, tu vas voilà. essayer de le Non, vendre. mais je pense que c'est. On parlait de natural writing au début, en se disant, non, c'est c'en une est bonne pas. approche de. Mais ça peut être quelque chose qui peut permettre aux gens de s'y mettre. de rentrer, enfin, de découvrir certains auteurs américains, Jim Harrison par exemple, Cormac McCarthy. Non, mais moi au-delà de ça, je pense que pour quand je dis bouquin de plage, moi c'est pas péjoratif. Oui. C'est non, c'est une lecture agréable, voilà, c'est une et même lecture vraiment agréable immersive. et qui... On se voyait dans ces années 50, Moi, je vais me faire jeter des... cuisine, Delphine va me jeter des pierres, mais j'ai lu beaucoup de Stephen King sur la plage. Pardon, Stephen King sur la plage. Parce que je trouve que c'est moins bien écrit que du Stephen King. Hein. Je vais pas... non, mais il n'y a pas photo. Mais en ce sens où ça se lit bien. Et je trouve que quand tu commences la littérature, entre guillemets, c'est bien d'avoir un peu des bouquins comme ça. Ça peut, ce que je te dis, ça peut t'ouvrir la porte voilà. sur tout un tas d'auteurs américains qui... Il ne s'agit pas de dire ils sont meilleurs, ils sont différents. Et ça peut... Des gens qui se diraient « Oh non, la littérature américaine, c'est compliqué, ceci, cela. » Putain, on est trop loin encore. Bref. Allez, on s'arrête là. Ouais. Et un petit jingle. Je vais vous demander des petites recommandations. Eh ben oui, comme Maxime. Ah, en fait, ils les ont pas préparées alors. Non, pas du tout. Mais moi, c'est bon, je les ai. Mais comme Max nous a signalé qu'on n'était pas forcément obligé de parler que de livres, ça tombe bien parce que je vais vous recommander le dernier album des Flogging Molly. C'est un groupe américain qui fait du Celtic. Je pense qu'il faudra que tu l'épelles, Flogging Molly. Ou alors on le mettra sur. Ouais, on le mettra, sur voilà. Flogging Molly, l'album s'appelle Anthem. C'est leur 6e album, si je me trompe pas, et c'est ce qu'on appelle du Celtic punk. Alors c'est beaucoup plus salt que punk. Et voilà, c'est absolument, moi j'adore des rythmes irlandais soutenus par une basse et une batterie bien présente, mais ça reste festif et sympa. Et voilà, je vous le recommande. Moi, il tourne sur mon autoradio, sur la chaîne, sur la platine disque sans interruption, quasiment depuis 1 mois et demi. Delphine. Du coup, moi j'ai 2 recommandations. Voilà. J'en avais pas et maintenant j'en ai 2. Maintenant, il y en a 2. En fait, du coup, comme je faisais le parallèle sur les sorcières et qu'il y a 1 mois, j'ai lu un essai à ce sujet, je vais vous en parler. C'est Sorcières, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Donc, c'est un essai, en fait, sur les procès en sorcellerie. Et c'est un essai féministe plus largement, mais pas du tout agressif et qui se lit très bien, contrairement aux apparences, parce que quand on prend le livre entre ses mains, je sais pas, on a l'impression que c'est écrit d'une manière... Les pages sont bien remplies, en fait. On a l'impression que c'est très dense. En fait, ça se lit très vite. Et il y a toute l'évolution, en fait, comment les femmes ont été traitées, à partir de quand les chasses aux sorcières ont commencé, aux États-Unis, bien sûr, mais aussi en Europe, et comment ça... je cherche le mot, comment ça a transformé, en fait... la psychologie en fait des femmes et comment aujourd'hui les femmes peuvent encore être impactées par des générations à avoir peur d'être traitées de sorcières, quoi, entre grosses guillemets. Sorcière. C'est ça. Et ma deuxième recommandation, c'est un Stephen King. Alors, c'est pas un livre de Stephen King, c'est un magazine. Stephen King. C'est un magazine, je pense qu'il est sorti ou en juin ou en juillet, mais en tout cas, j'ai vérifié, il est au moins toujours accessible sur Internet, qui s'appelle, alors, j'espère que je dis pas de bêtises, c'est Collection Pop-Up 13, et c'est Stephen King, une histoire d'encre et de sang, et ça revient sur toute la carrière de Stephen King. Donc voilà, si vous hésitiez à l'acheter
en ayant peur de rien apprendre de nouveau, parce que comme moi, vous avez déjà vu beaucoup de reportages et lu beaucoup de choses, non, vous pouvez y aller. Il y a de quoi lire et c'est intéressant. Voilà. Et moi, je vais vous recommander un film qui s'appelle La forêt interdite de Nicolas Ray, qui est un film dont je ne sais plus quand est-ce qu'il a été fait, qui raconte l'histoire d'un homme qui s'occupe de marais, en fait qui est nommé pour s'occuper de marais en Floride et qui doit préserver en fait la faune et la flore. Et alors, c'est un film que j'ai vu moi il y a très longtemps. Je l'ai vu quand j'étais genre encore au lycée. En fait, je l'avais vu dans un festival de ciné. Et je sais que je vous en parle maintenant parce que j'ai un souvenir d'avoir justement eu des images de marais qui étaient extraordinaires, où vraiment on s'y retrouvait. En plus, on est encore sur du Technicolor, donc c'est vrai qu'il y a un truc, c'est assez autre. Mais en fait, on y est. Justement, tout ce qui n'est pas dans Là où chantent les écrevisses, c'est dans ce film. Et moi, c'est vraiment un film qui m'a émerveillé et dont je garde vraiment souvenir d'images, et notamment d'images des marais, de choses qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà, je vous le conseille. Je sais absolument pas où il est trouvable, par contre, donc bon courage. Sur YouTube, on trouve tout. Oui, mais ce serait mieux sur des plateformes légales. Hein, voilà, quand même. Bon, vous me direz, il y a c'est plus. pas illégal, YouTube. Bah, si tu le payes sur YouTube. Oui, c'est ce que j'allais. C'est ce que. Voilà, en tout cas, c'est à ça que je pensais. Excuse-moi. Ah, d'accord. Mais non, mais il faut le signaler. D'ailleurs, soit dit en passant, vous pouvez trouver un exemplaire de Là où chantent les écrevisses à la librairie. 2 exemplaires de Là où chantent les écrevisses à la librairie Mauvais Genre, 5 rue Notre-Dame à Saint-Étienne. Et vous pouvez sans doute le trouver un peu partout dans toutes les librairies de France et de Navarre, parce que comme c'est un bouquin qui est quand même encore assez récent et qui a rencontré un franc succès, je pense qu'il n'est pas trop difficile à trouver. Pour ce qui est du film, il est louable sur toutes les plateformes pour 5 balles, dans une qualité correcte. Bon, je crois que l'équipe est assez d'accord pour recommander plutôt le livre. Vous pouvez nous retrouver enfin sur Instagram. Oui, mais si vous tapez de l'écrit à l'écran, vous nous trouverez. C'est de-du-bas, l'écrit tout attaché, -du-bas, a-du-bas, l'écran tout attaché. Mais si vous tapez de l'écrit à l'écran, vous nous reconnaîtrez avec notre petit logo bleu. Vous devriez... Que Delphine n'aime pas. Mais non, c'est pas que j'aime pas. Donc, alors, franchement, allez-y, ça nous ferait super plaisir. Likez, parce qu'il faut. Partagez. Et puis, puis venez nous voir, écrivez-nous, mettez-nous des petits mots. Vous pouvez aussi nous proposer des œuvres que vous aimeriez qu'on fasse. On les fera sans doute pas parce qu'on a déjà un programme chargé, mais mais on les fera pas cette saison, mais voilà, pour l'avenir, ça nous intéressera vraiment. Puis donnez-nous vos avis, engueulez-nous, dites-nous, j'ai pas aimé que Thierry dise ça, j'ai bien aimé que Delphine elle dise ça, Max, tu dis que des vulgarités et en fait tu fais des blagues pourries, donc dégage et laisse Delphine présenter. Enfin voilà, tous les trucs comme ça, parce qu'on sait que de toute façon, à l'heure actuelle, tous les gens qui nous suivent sont des supporters de Delphine. Donc c'est pour ça que je dis ça. Attends, ma mère n'a pas encore écouté le podcast. Elle veut que je lui montre D'accord. les plateformes de podcastage. Ok. Bon, voilà. Écoutez, je vais laisser Delphine nous dire qu'est-ce qu'on fait pour le prochain épisode. Oui, on part sur Virginie Despentes et son tout premier roman, Baise-moi, qui est sorti, j'ai plus l'année, 94, 96, en tout cas avant les années 2000. Oui. Voilà, et Maxime n'a pas du tout envie ni de lire le livre, ni de voir le film. Il râle depuis le début. D'ailleurs, il a essayé de mettre son veto au moment... C'est vrai que j'ai essayé. Ouais. C'est vrai que j'ai essayé, mais plus par crainte que ce soit un peu trop trash que pour autre chose. Mais après, je me suis dit que c'était idiot. Et l'adaptation donc de Baise-moi en film a été faite aussi par Virginie Despentes et Coralie. Non, c'est pas Coralie, c'est Coralie Trinity. Voilà. Donc encore une fois, si vous voulez avoir lu le roman, je pense qu'il est trouvable sans difficulté. Oui.
Et l'adaptation, toi tu l'as trouvée sur internet de manière légale, encore une fois, sur je sais plus quelle plateforme, mais tu as trouvé sans trop de difficultés. Baise-moi Virginie Despentes, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais si vous tapez ça dans votre moteur de recherche, normalement, vous devriez avoir des propositions légales et honnêtes. Voilà. Et bon, alors, faites gaffe où est-ce que vous allez regarder quand même, hein, parce que méfiez-vous au cas où, faites attention. Écoutez, une fois de plus, on vous remercie. On espère que cet épisode vous a plu. Nous, on a passé un très bon moment. Enfin, j'espère. Et chaleureux. Et voilà, ça effectivement, oui, chaleureux. Oui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup de nous suivre. Oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, mais il faut dire qu'on part de zéro, donc vous ne pouvez être que de plus en plus nombreux. On n'est pas mécontents pour l'instant de nos écoutes. Moi, j'aimerais bien que vous nous disiez un peu ce que vous pensez de ce qu'on fait, ça serait super sympa. Donc, je vous demande pas de nous faire des grands romans, mais c'est vrai que si vous pouvez aller sur Instagram ou pour ceux qui nous écoutent sur l'iTunes Store, ou Apple Podcast, s'il vous plaît, mettez-nous des étoiles et des commentaires. C'est comme ça qu'on monte dans les qu'on monte dans les catégories, et c'est comme ça qu'en fait on est référencé de manière à ce que plus de gens nous trouvent et puissent nous écouter. Donc en fait c'est super important pour nous. De la même manière, sur toutes les plateformes où vous pouvez nous écouter et vous pouvez mettre des commentaires, faites ça, c'est pas grand chose, mais en fait déjà ça nous fait plaisir quand c'est des choses, quand vous nous mettez des notes positives, mais aussi ça nous aide en fait à être mieux référencés. Et on fait ça certes pour notre plaisir, mais aussi parce qu'on a envie que les gens nous écoutent et on a envie de partager ce qu'on aime bien avec vous. On vous embrasse si vous le permettez. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. On fait toujours des au revoir un peu. Bonne nuit, petit. À la prochaine. Ciao, ciao. Bye.